Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission Cyber & Co, le podcast d'Orfeo dédié aux enjeux de cybersécurité et de data privacy. Alors dans cette nouvelle émission, nous allons nous intéresser à ce qui est aujourd'hui un des outils de cyberdéfense les plus à la mode, les plus hype, qui sont les EDR ou Endpoint Detection and Response. Alors, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur comment les EDR fonctionnent, qui les opère, comment on les déploie, comment est-ce qu'on les utilise. Et comme toujours, l'idée est de s'éloigner des promesses sales and marketing, même si moi-même je fais du marketing, et d'essayer de comprendre un petit peu dans la vraie vie comment tout cela fonctionne, quel type de vrais bénéfices et d'impact ce produit apporte, et pourquoi aujourd'hui, réellement, les EDR sont un des produits de cyberdéfense les plus utilisés par l'ensemble des entreprises. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Amiotte, directeur CSM et avant-vente de la société Arfanglab, un des leaders français des EDR. Bonjour Pierre-Yves, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. C'était avec grand plaisir. Alors commençons par le commencement. Est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous parler un petit peu d'Arfanglab avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Merci déjà de l'invitation. Donc, je m'appelle Pierre-Yves Amiotte, je suis responsable des avant-ventes et du delivery, donc toute la partie accompagnement des clients dès lors qu'ils vont avoir choisi notre solution. Et notre solution, donc on est un EDR développé par la société Arfanglab, une société qui a été créée en 2018 par des anciens, principalement de l'ANSSI ou d'industriels défense, qui face à des éditeurs américains ou israéliens principalement, se sont dit il est possible de proposer un logiciel, donc un logiciel EDR, on reviendra un petit peu je pense sur en quoi ça consiste, un logiciel EDR français. D'accord, très bien. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, on parle d'EDR directement. Alors aujourd'hui, c'est une solution de cyberdéfense incontournable. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce qu'est un EDR et on verra après par rapport à d'autres produits comme l'antivirus ou comme le PP ou comme un NDR ou comme un XDR ou comme toute la soupe d'acronymes de produits de cybersécurité, où est-ce que l'EDR se situe dans cette chaîne de valeur? Ouais, ok. Un EDR, c'est très simple. C'est littéralement donc Endpoint and Detection Response, donc une solution qui va permettre de protéger ce qui est généralement le plus sensible au sein des entreprises, donc les endpoints. Les endpoints, on va les dissocier en deux segments principalement, les postes de travail d'un côté et les serveurs. Donc c'est une solution qui va être généralement décomposée en deux segments principaux, une partie déportée au niveau du endpoint, ce qu'on appelle généralement l'agent, et ensuite une partie la plupart du temps hébergée en SaaS, donc ce qu'on va appeler la console ou le manager. D'accord. Et donc l'agent qui tourne sur les postes, que ce soit les PC par exemple ou les serveurs, quelles sont les sources d'informations qui sont consommées par l'agent, quelles sont les analyses qui sont faites, en gros, que fait l'agent? L'agent, il va s'abonner à différentes sources d'informations, donc des logs d'audit, de sécurité, d'applicatifs, etc., en fonction évidemment des différents environnements que l'on va superviser, donc des Windows, des Linux ou des Mac. Et à partir de l'activité système sur le endpoint, il va pouvoir faire de la détection, puis grâce à la console, etc., il sera possible pour un analyste de faire de l'investigation et de la remédiation. Et là, on devance peut-être d'autres sujets sur la partie antivirus, etc. Mais c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que l'agent va permettre de faire de la détection de menaces et idéalement de menaces, idéalement, pas forcément pour les entreprises, mais de menaces les plus avancées. Très bien. Souvent, on le définit comme un antivirus avancé. Enfin, les mauvaises langues le définissent comme un antivirus 2.0. C'est vrai qu'au début, les antivirus, finalement, cela faisait de la détection de signatures, mais avec les malwares qui changent souvent de code source et de signature, du coup, c'était plus trop efficace. Qu'est-ce que l'EDR apporte, du coup, par rapport à un antivirus qu'un antivirus aujourd'hui ne sait plus faire? En fait, dans la temporalité de l'évolution des différentes solutions de sécurité, évidemment, l'antivirus, c'était quasiment une des premières briques qui était mise à disposition
Alors évidemment des clients des entreprises, mais aussi même des utilisateurs du quotidien. On a tous eu des bases de signatures antivirales qui se mettaient à jour au moment évidemment les plus pénibles. Disons que l'antivirus a un fonctionnement, comme tu le précisais, basé sur des signatures, donc des comportements ou des menaces déjà connues. Pour trouver une analogie, on peut imaginer que c'est un vigile qui serait devant une banque, devant la porte d'entrée, et qui aurait une fiche avec différents portraits robots de personnes déjà connues comme des voleurs. Un EDR, sur la partie détection seulement, après je reviendrai un petit peu sur l'investigation et la remédiation, va analyser l'activité système de manière très différente. Il ne travaille pas sur des signatures connues, mais il va travailler sur des comportements que l'on considère comme suspects. Donc là, toujours dans cette idée d'analogie avec une banque, il faut plutôt imaginer un vigile qui déambulerait au sein de la banque et regarderait toutes les personnes qui sont présentes en se disant « Tiens, cette personne, elle a un comportement suspect parce qu'elle s'approche un petit peu du coffre-fort de manière répétée, etc. » Donc, on ne va pas travailler sur quelque chose d'identifié préalablement, mais sur des comportements live qui, eux, seraient déjà plus suspects, voire clairement malveillants. Donc, la dichotomie entre l'EPP, donc l'antivirus, et l'EDR, déjà, elle se fait sur ce premier aspect. Ensuite, l'EDR, souvent, on va le qualifier comme l'antivirus un peu nouvelle génération, un peu plus une solution beaucoup plus avancée ou beaucoup plus sophistiquée, parce que la solution permet aussi de faire de l'investigation et de la remédiation, c'est-à-dire de prendre des actions sur les postes de travail grâce à l'agent. Et dès lors, on sort de la partie détection pour aller beaucoup plus ou vers le forensique ou vers la réponse à incident, en se disant, OK, il y a eu une attaque qui est avérée, par exemple. On va chercher à collecter des preuves, éventuellement opposables auprès d'une instance juridictionnelle ou autre. Et ensuite, on va vouloir supprimer la menace, ou en tout cas supprimer des fichiers ou des programmes qu'on penserait malveillants, de manière à retourner vers un environnement un petit peu plus sain qu'auparavant. Alors, les antivirus avaient l'avantage d'apporter une remédiation quasi immédiatement. Oui. Donc mettre en quarantaine un fichier ou supprimer ou arrêter un processus programme sans l'intervention humaine, c'était quasiment automatique, même s'il y avait des faux positifs et des faux négatifs. Est-ce que les EDR ont le même type de comportement ou est-ce que d'abord il faut qu'un opérateur humain regarde les alertes levées et décide tiens, ça c'est une vraie attaque, donc maintenant je vais faire quelque chose? C'est une grande différence avec les antivirus, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire comprendre, c'est que en effet un EDR c'est plutôt une solution managée, c'est-à-dire que c'est une solution qui a vocation à permettre de donner de la visibilité à des analystes sur un environnement dédié ou alors avec des partenaires de type MSSP, de permettre à des analystes de regarder plusieurs entreprises, de regarder le comportement de plusieurs entreprises et qui délivrent du service par-dessus une couche logicielle seule. Évidemment, en fonction des comportements et des configurations qui seront retenues, il est possible de faire du blocage automatique de menaces. On pourra y revenir un petit peu à travers les différents moteurs qui permettent de faire de la détection, mais dès lors qu'il y a des seuils qui sont franchis, de criticité par exemple ou autre, il sera possible de bloquer un comportement, de bloquer un malware qui s'apparenterait par exemple à un ransomware. Dès lors qu'on a un malware qui commence à chiffrer des fichiers, des choses comme ça, il est naturel de se dire de ne pas forcément attendre une action d'un opérateur ou d'un analyste pour bloquer ou supprimer ce type de programme. Donc la partie automatisation est importante, mais dans un premier temps, il est important toujours d'avoir en tête que c'est une solution qui doit être supervisée et qui peut même apprendre en fonction de l'environnement et de l'écosystème d'une entreprise donnée. Par exemple, ce qui sera acceptable dans une entreprise ne le sera pas forcément dans une autre, voire même ce qui sera acceptable de la part de certains employés d'une entreprise, par exemple quelqu'un à l'IT, ne serait pas acceptable de la part d'une de ses collègues qui, elle, travaillerait dans la comptabilité, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il est important de considérer que l'EDR doit être managé et être configuré en fonction de la vraie vie, finalement, de ce qui se passe dans une entreprise.
Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même un impact sur l'organisation humaine des entreprises pour correctement exploiter la solution. Quel type de profil, du coup, faut-il avoir dans l'entreprise si on veut l'opérer soi-même, ou est-ce qu'il vaut mieux systématiquement faire appel à des MSSP? En quel cas il y a des coûts, des investissements? Donc en gros, la question, je suppose, c'est est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est pour une certaine catégorie ou une certaine typologie d'organisation avec plus ou moins de moyens? Ça va vraiment dépendre du niveau de maturité de l'entreprise. Et on y reviendra d'ailleurs, je pense, par la suite de l'échange sur la partie XDR. Aujourd'hui, on va voir, pour faire très simple, deux types d'entreprises. Les premières, ce sont par exemple des PME, des ETI qui sont absolument centrés sur leurs activités phares, leur cœur d'activité, et la partie sécurité monte en maturité progressivement. Elles n'ont pas forcément les ressources dédiées pour gérer par elles-mêmes ce genre d'outils. Donc, elles ont un intérêt à déléguer toute cette partie-là à des experts, donc des partenaires, des MSSP, qui vont apporter cette expertise, cette connaissance fine des menaces. Et en plus de ça, parce que ce sont généralement des entreprises, des partenaires qui les accompagnent sur le long terme, qui ont une fine connaissance de leur environnement de travail. Qui sont les salariés, quels sont les types d'activités, qu'est-ce qu'une personne justement à la comptabilité serait en droit de faire ou pas. Donc ça, c'est vraiment le premier type de client auquel on va s'adresser. Le second, ce sont évidemment les entreprises plus matures, généralement plus grandes aussi, qui ont plus de collaborateurs, qui ont des équipes de sécurité IT dédiées, des équipes de SOC, souvent parce que ce sont principalement ceux qui vont opérer la solution, donc les équipes de Security Operations Center, et voire des certes internes à des entreprises. On pourrait penser à des grandes banques, par exemple, qui ont leurs propres équipes et qui souhaitent se doter d'une boîte à outils additionnelle pour pouvoir lancer des investigations, etc. Donc, en fonction de la maturité, certaines vont vouloir internaliser la supervision, d'autres vont vouloir l'externaliser pour se décharger de ce segment d'activité et se concentrer sur leur cœur business. Ok, clair. Tu parlais tout à l'heure de moteurs de recherche, de détection, oui, pardon. Absolument. Il y en a plusieurs qui tournent. Est-ce que tu peux peut-être en détailler quelques-uns ou expliquer ce que ces moteurs cherchent ou quel type de comportement ou... D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas discuté, dont tu parlais principalement de comportement, mais est-ce qu'il y a aussi quand même peut-être pas des signatures, mais des extraits du code source ou du code binaire qui permettent d'identifier des types de fichiers ou des types de malware, ce qu'on appelle les règles Yara par exemple? Ouais, ça c'est un très bon exemple et puis on va rentrer un petit peu dans ce sujet. En fait, aujourd'hui, il est possible d'avoir des moteurs de détection. Donc chaque éditeur va proposer pour faire de la bonne détection différents moteurs. Notre objectif, c'est pas d'accumuler les moteurs, mais plutôt de spécialiser chacun d'entre eux de manière à identifier une menace ou en tout cas des comportements suspects quand une menace pourrait survenir. Donc, chez Arfanglab, on a 5 moteurs de détection. Le premier, c'est un moteur basé sur des IOC, donc des marqueurs que l'on peut connaître, des hashes, des signatures, des adresses IP, etc. Ça, c'est le premier moteur. Et pour faire très simple, c'est pas le moteur qui a le plus de sens pour nous parce que l'IOC a une volatilité et a une pérennité dans le temps assez faible. Je pense que même chez Olfeo, vous êtes assez bien placé pour savoir, une URL malveillante l'est temporairement, mais généralement, les hackers vont changer de domaine, de CNC, etc. Donc, c'est pas un marqueur le plus intéressant. Le second moteur de détection, c'est un moteur basé sur des signatures. Des signatures, cette fois-ci, plutôt d'outils employés par des attaquants. Et là, c'est exactement ce que tu évoquais, c'est un moteur qui se base sur le langage Yara, que l'on a choisi parce qu'il est totalement ouvert. Et ça, c'est un petit peu une philosophie d'Arfanglab sur laquelle je reviendrai juste après. Le troisième moteur, c'est un moteur comportemental qui s'appelle Sigma. Donc, c'est le pendant de Yara, mais pour une définition d'actions différentes. Et là, nous, ce qu'on va identifier, c'est des comportements
d'attaquants. Donc on va modéliser les attaques et on va les transposer en règles de manière à identifier des latéralisations, des élévations de privilèges, etc. Ça, ce sont des patterns sur lesquels on travaille qui sont beaucoup plus résilients à l'évolution de la menace. Le quatrième moteur de détection, c'est un moteur qui s'appelle Ashley, donc moteur d'intelligence artificielle, qui lui, en fonction de différents algorithmes, va chercher à identifier des menaces pas forcément connues cette fois-ci. Donc on va identifier, on va donner des scores de malveillance probables de certains binaires, par exemple, ou alors on va identifier des authentifications et identifier lesquelles pourraient être suspectes dans un IT donné. Si quelqu'un se connecte à 4h du matin, par exemple, là, on se dit, tiens, c'est pas comme d'habitude. Ça pourrait être en tout cas suspect. Après, peut-être qu'elle a simplement des insomnies. Oui, c'est aussi possible. Et ensuite, le dernier moteur, c'est un moteur qu'on a vraiment dédié, tourné vers les ransomware, puisque c'est une menace la plus active en ce moment. Et donc, c'est un moteur qui va se centrer sur les malwares qui ont des comportements données de ransomware, donc du chiffrement de poste, du chiffrement de fichiers, etc. Donc, notre objectif, ce ne sera pas forcément de rajouter d'autres moteurs, mais plutôt à chaque fois de renforcer les existants et, dès lors qu'une menace arrivera, de lever des événements de sécurité et chaque moteur pourra lever des événements de sécurité. Typiquement, alors, si une alerte ransomware arrivait, il est quand même statistiquement improbable qu'un ransomware arrive ex nihilo, de rien, sans qu'il y ait eu par le passé, auparavant, de la latéralisation, de l'élévation de privilèges, etc. Donc on va considérer qu'avant, on aura au moins eu un événement de sécurité qui va être en alerte. Alors, tu parlais tout à l'heure de profils d'entreprise et du coup de profils de déploiement différents. À quoi ressemble aujourd'hui un déploiement un petit peu standard ? Tu as dit que ça peut prendre du temps pour connecter l'ensemble des sources de données, de mettre en place des règles qui correspondent à l'entreprise, à la structure de l'entreprise. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelles sont les différentes étapes de déploiement, combien de temps cela prend-il, et puis surtout quel est l'impact sur l'utilisateur ? Est-ce qu'il y a un changement d'habitude ? Est-ce qu'il y a un changement est-ce qu'il y a de la conduite de changement, de l'accompagnement au changement, etc. Ouais. Alors, du point de vue de l'utilisateur final, donc le collaborateur dans son travail, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redémarrage de poste à faire de manière régulière, justement de mise à jour de base antivirale, etc. Donc, il n'y aura absolument aucun impact. Même sur la partie ressources système, pas de ralentissement. Notre objectif, c'est d'être absolument transparent. Ensuite, dès lors que l'entreprise aura retenu la solution, on va lui mettre à disposition une console et elle va devoir déployer des agents. Donc, elle va installer sur les postes de travail, de la même manière que tous les logiciels qu'elle peut déployer au quotidien, elle va pouvoir déployer les agents, sans redémarrage donc, et ces agents vont commencer à remonter de la donnée. Nous, on parle de télémétrie, parce qu'en fait, c'est un ensemble d'informations qui ne sont pas forcément liées à des événements de sécurité pour le moment en tout cas. Donc, ça va remonter des données de télémétrie, et ensuite, les équipes de SOC, ou alors les analystes vont paramétrer les moteurs. Et maintenant que la compréhension des moteurs est plus claire, on va comprendre qu'il est possible de tout de suite mettre des moteurs en blocage. Par exemple, un moteur ransomware, généralement, on va le mettre en blocage dans les premières étapes de déploiement. Un moteur Yara, donc sur des signatures d'outils déjà considérés comme malveillants, on va pouvoir le mettre en blocage quasi immédiatement. Ensuite, il y a d'autres moteurs qui vont lever des événements de sécurité, donc par exemple de la latéralisation, etc., qui peuvent être parfaitement légitimes parce que l'entreprise a créé des logiciels assez custom, etc., et qui ont des comportements non pas malveillants, mais simplement suspects. Et ensuite, on va tomber sur quelque chose d'assez classique, c'est du whitelist ou du blacklist. Si on pense que c'est suspect mais légitime parce que c'est un administrateur IT que il fait ça pour des actions d'administration par exemple, on va whitelister de manière à ne plus avoir de nouvelles alertes. À l'inverse, si on pense que c'est illégitime, on va pouvoir blacklister de manière à bloquer ce type de comportement. Toute cette phase, elle va durer en fonction de la diversité des profils dans l'entreprise. Si personne n'est admin de son poste, il y aura assez peu d'alertes.
si tout le monde si l'entreprise compte 10 personnes, mais elles sont toutes admins de leur poste, et elles font tous des actions IT assez exotiques, alors dans ce cas-là, il y aura des éléments de sécurité. Donc, en fonction de l'hétérogénéité de la population, ça va prendre plus ou moins de temps. Généralement, le déploiement, ça peut prendre une journée, à peine pour un nombre de endpoints donnés. Et ensuite, la phase de construction, ou en tout cas d'apprentissage, elle va pouvoir durer entre une semaine et un mois, évidemment pas temps plein, en fonction des différentes alertes qui vont être levées. Ce que tu dis, c'est que pour des raisons de sécurité, l'ensemble quasiment de l'activité de l'utilisateur ou de l'ordinateur est analysé d'une manière ou d'une autre, soit automatiquement, soit par un opérateur humain s'il y a des alertes qui sont levées. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement accepté par les collaborateurs, ou est-ce qu'il y a un sujet de confidentialité, de je sais pas, secret des affaires, s'il y a des activités qui sortent côté Airphone Lab, comment est-ce que c'est accepté ce type de solution aujourd'hui par l'utilisateur lambda qui n'est pas forcément expert en cyber, qui ne connaît pas forcément l'ensemble des enjeux, mais à qui on dit tiens, toutes tes activités vont être maintenant dorénavant analysées. Quelle est leur réaction? Alors, généralement, déjà, ce sont des activités système. Donc, c'est vraiment au niveau du poste de travail. C'est rarement les collaborateurs vont s'inquiéter de ce type de remontée. Elle l'était déjà d'ailleurs souvent, même au niveau d'un proxy, etc. On voit l'activité, la navigation d'un utilisateur. Enfin, c'est moins intrusif, même quasiment à ce niveau-là. Le second point, c'est que évidemment, en fonction de la criticité de certains assets ou alors de la criticité de certaines zones IT, on va remonter de la télémétrie ou pas. Il est aussi possible de ne pas remonter de données. La troisième chose, et c'est quelque chose qui est très important aux yeux d'Airphone Lab, c'est, alors on l'évoquait un petit peu avant l'enregistrement, la notion de souveraineté. C'est-à-dire que la notion de souveraineté des données, elle est primordiale. La souveraineté, on l'entend pas forcément au sens patriotisme ou nationalisme, mais au sens de où sont stockées les données, où est-ce que quel est le meilleur endroit pour avoir des données dans un espace sécurisé. Donc, soit on propose un déploiement en cloud, donc dans ce cas-là, c'est chez un hébergeur français pour pas le nommer, qui propose des garanties de sécurité évidentes. Le second choix que peut prendre l'entreprise, c'est de considérer que la souveraineté des données n'est possible que dans son propre environnement. Et dans ce cas-là, on va parler de déploiement on-premise, donc au sein sur les serveurs du client. Et à ISO fonctionnalité, les données resteront dans une enclave souveraine, sécurisée. À quoi ressemble la journée type d'un opérateur ou d'un MSSP qui va regarder des logs de ses clients à longueur de journée? Est-ce qu'il doit constamment suivre ce qui se passe dans les logs? Est-ce qu'il y a des alertes qu'il peut configurer? Est-ce qu'il reçoit des rapports réguliers? Comment est-ce que le DR va faciliter un petit peu la vie d'un opérateur SOC, par exemple? C'est un point très intéressant parce que notre conception, c'est de évidemment proposer la meilleure solution pour détecter des attaques. Le deuxième point principal pour nous, c'est vraiment aussi de donner de la visibilité pour les analystes. Donc, faire en sorte de, entre guillemets, simplifier leur travail, de faciliter au maximum leur capacité d'investigation ou d'analyse des menaces. Donc, généralement, ce qui va identifier, c'est des événements de sécurité par rapport à des menaces potentielles. Et à partir de l'événement de sécurité, il va pouvoir récupérer des informations. Donc, il va pouvoir lancer des jobs, donc essayer de collecter plus de données pour essayer de comprendre un peu d'où vient l'événement de sécurité ou l'alerte. Et ensuite, à partir de cet événement de sécurité, il va te dire, OK, dans l'écosystème de mon client, ou alors dans mon écosystème s'il est évidemment utilisateur pour ses propres besoins, ce comportement est légitime ou il est illégitime. S'il est illégitime, alors évidemment, il va pouvoir continuer l'investigation, essayer de revenir à la route cause pour comprendre l'origine de l'attaque. C'est tout l'intérêt, j'ai envie de dire le sel du métier d'analyste en cybersécurité ou alors même de ceux qui travaillent plutôt dans les équipes de réponse à incidents. Eux, leur objectif, c'est quand même de lever des alertes
et de faire de l'investigation. Ou alors, ça va être simplement de waitlister, c'est-à-dire de dire ok, ce comportement était suspect, en effet, mais en revanche, il était légitime parce que c'est un logiciel de comptabilité qui fait de l'administration, qui est exploité par l'administration. Donc c'est plutôt ça. Après, on n'invite pas forcément. Notre objectif, c'est pas que les yeux soient arrivés vers la console, mais c'est plutôt justement de permettre d'avoir d'autres activités, donc de gagner du temps dans l'analyse, le traitement des alertes. Si une alerte est légitime et il y a une preuve assez importante qu'il y a une vraie attaque importante type malware en cours, que se passe-t-il en fait ? Généralement, la première chose qu'un analyste va vouloir voir, c'est l'étendue de la compromission. Est-ce qu'il y a d'autres actifs qui sont touchés ? Et par la nature même de l'EDR qui est déployé sur tous les agents, il va pouvoir identifier si, alors cette fois-ci, on va pouvoir parler de marqueurs par exemple, ou d'IOC, si un marqueur a été vu ailleurs. S'il a été vu ailleurs, l'objectif, ce sera ensuite de revenir à l'origine. Comment a été installé par exemple ce fichier, d'où est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il est arrivé par de la navigation, par une clé USB ou autre, et d'en comprendre l'impact. Donc, alors ça, on y reviendra aussi peut-être sur la partie XDR, mais ça, son action, ça va pouvoir être aussi de dire, tiens, je vais pusher ce fichier sur une plateforme qui va me permettre de donner encore plus d'informations. Donc là, on va parler plutôt, par exemple, des sandbox pour faire détonner un malware, par exemple, dans un environnement préservé. Il va pouvoir donc lancer ce qu'on évoquait, des jobs d'investigation pour vraiment essayer de remonter à la root cause. Et après, fonction de la gravité de la menace, lancer des jobs de remédiation pour supprimer des programmes qui auraient pu être considérés comme malveillants après analyse. Et là, pareil, sur tous les postes qui auraient pu être affectés, l'objectif, c'est toujours de revenir à un état sain le plus vite possible. On a vu que les moteurs de détection peuvent se baser sur des bases de données de menaces, que ce soit de l'IOC, des comportements, règles Sigma, des bases Yara. Comment se tenir à jour la solution avec cette évolution permanente de nouvelles menaces ou de variantes à l'infini des mêmes malwares, des mêmes compromissions en fait. Alors nous déjà on va se tenir à jour parce que on a une équipe de CTI au sein d'Arfang Lab. Évidemment on est un éditeur logiciel, mais on a aussi des équipes dont la responsabilité est d'identifier des menaces. Donc elle fait sa propre veille, elle crée ses propres règles de détection. Et tous les jours, des nouvelles règles sont proposées, sont pushées sur toutes les instances. Et tous les jours, on met à jour également les règles existantes. L'objectif, c'est toujours de suivre la menace. Mais encore une fois, puisque on essaie de ne pas être IOC-centric, donc vraiment que centré sur des signatures dont la volatilité est vraiment très forte, l'objectif, ce sera toujours de modéliser des attaques à travers des règles principalement Sigma, donc principalement comportementales. Et là, ça nous permet d'être beaucoup plus pérenne dans l'évolution de la menace. Donc cette équipe, c'est vraiment sa responsabilité, donc de se tenir à jour, suivre des rapports, etc. Et elle est accompagnée d'une équipe de chercheurs qui, elle, va faire du hunting pour continuer à faire être pourvoyeur de notre propre CTI. Alors justement, tu mentionnais aussi l'IA comme un des moteurs de détection. Alors depuis quelques mois, tout le monde n'a que ce mot, ce terme à la bouche avec plus ou moins de compréhension. J'imagine que Arfang Lab n'a pas attendu ChatGPT pour mettre en place des algos à base d'IA ou de machine learning. Est-ce que tu peux aujourd'hui en dire un peu plus sur quand est-ce que vous avez mis en place et finalement comment est-ce que ça contribue réellement à détecter des choses qui ne figurent pas encore quelque part dans des bases existantes de menaces. Alors oui, je confirme, on n'a pas attendu ChatGPT et ses copycats pour faire de l'IA chez Arfang Lab. On a une équipe de CTI, on a une équipe d'IA également, donc qui est composée de chercheurs, de data scientists, etc., qui est en charge de créer des algorithmes qui vont détecter
des comportements suspects ou des comportements malveillants, toujours la même philosophie. Et parmi ces algorithmes, donc j'en citais quelques-uns tout à l'heure, un des premiers algorithmes qu'on avait créé, c'était un algorithme qui va donner des scores de malveillance probable de binaires. Donc les binaires sont modélisés, on va identifier des différents points entre guillemets de contrôle, et en fonction de différents calculs, on va pouvoir considérer si le binaire va être malveillant ou non. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est pas dépendant de recherches préalables ou alors d'informations préalables pour identifier si c'est malveillant ou pas, mais c'est vraiment du calcul. Et en plus de ça, donc ça c'est un deuxième point sur lequel je reviendrai juste après, du calcul déporté au niveau de l'agent. Donc ça c'est un des premiers algorithmes historiques qu'on avait créé. Ensuite on en a rajouté d'autres, toujours sous le vocable d'IA, même si la manière dont on traite l'IA sera différente à chaque fois. Donc ça va être de l'authentification suspecte, cette fois-ci sur d'autres log systèmes. Et à la fin, ce sera toujours de donner de la visibilité à l'analyste pour lui dire c'est pas de l'IA magique, c'est pas quelque chose qui est totalement abscon ou obscur, mais il est possible de comprendre comment l'algo fonctionne. Sur la partie justement visibilité et accompagnement d'analyse à la compréhension de la menace, il faut aussi comprendre que ce qu'on propose, la partie logicielle, elle est accompagnée donc d'un blog dans lequel on publie régulièrement sur nos algos d'IA. Et là encore, c'est de ne pas travailler dans l'obfuscation, en tout cas dans la partie masquée, mais justement de donner plus de visibilité. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Yara, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Sigma. Toutes nos règles qu'on met à disposition des analystes sont visibles. Donc en fait, tout le cœur de la détection est compréhensible. Une règle Yara, ça se lit, c'est le langage humain. Hein. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi on a élevé une alerte. Vous pouvez même informer un Fanglam en disant bah, tiens, je pense qu'il y a eu un faux positif sur telle règle. Peut-être que vous pourriez la modifier. Et un analyste peut créer ses propres règles Yara pour enrichir notre détection de la sienne en fonction de son comportement, de programmes qu'il aurait lui-même identifié dans le cadre d'une campagne de hunting ou de réponse incident, pour rajouter d'autres marqueurs, par exemple. Pour finir sur la partie IA, puisque c'était l'origine de la question, la performance aussi d'Arfanglab, c'est qu'elle déporte l'ensemble de ses moteurs de détection au niveau de l'agent. Donc la détection ne se fait pas en back-end, ne se fait pas a posteriori, mais est transposée dans un agent. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, dans un agent léger qui n'a pas d'impact sur l'utilisateur, c'est aussi la performance et tout le travail qui est fait par les développeurs chez nous. Évidemment, on parle de la CTI de l'IA parce que c'est ce qui brille un petit peu. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a aussi tous les développeurs qui travaillent sur des langages. Donc, on a choisi du Rust, etc. parce que c'est plus léger, plus performant. Même si historiquement on était sur du Python. Donc c'est aussi toutes ces équipes qui permettent de faire une bonne détection et surtout dans des performances acceptables au niveau d'une entreprise. D'ailleurs, on le voit puisque vous êtes l'un des seuls acteurs de la cyber, notamment côté EDR, certifié par l'ANSSI, une certification qui quelque part vous a obligé à exposer certaines parties de votre logiciel. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si tu peux en dire un petit peu plus sur ce que ça vous apporte, ce que ça a coûté en termes d'investissement et quel type de légitimité cela vous apporte. Et on salue d'ailleurs l'ANSSI qui supporte depuis une dizaine d'années avec beaucoup d'enthousiasme l'ensemble de l'écosystème cybersécurité, qui a donné une impulsion assez phénoménale à l'écosystème français de cyber. C'est une certification qui est arrivée très tôt dans le stade de développement d'Arfanglab parce qu'il était primordial pour nous de proposer une solution de sécurité qui soit évidemment performante, mais qui ne soit pas aussi un biais ou une porte d'entrée pour des attaquants. Donc maintenant c'est peut-être plus clair, il y a une partie console, une partie agent. Dès lors qu'on va parler d'un agent déporté, il faut donner des gages vis-à-vis de nos clients, comme quoi cet agent est intègre. Et parce qu'on a justement mis en place cette démarche de sécurité, et derrière, il faut imaginer toute la partie DevSecOps, etc., c'était
une philosophie un petit peu au cœur de l'entreprise. Proposer une solution sûre pour proposer ensuite une solution performante. Après, sur l'investissement, c'est évidemment un investissement humain, techno, parce que ça veut dire qu'il y a des choix sur lesquels on ne reviendra plus, qui sont importants. Et c'est vrai que cette certification nous oblige vis-à-vis de nos clients. Ouais. Et commercialement parlant, est-ce que c'est quelque chose qui apporte un vrai plus à votre dossier ? C'est évidemment un déterminant pour certaines entreprises. Certaines entreprises ne sont pas forcément intéressées par cette certification, mais généralement, elles ont à cœur de ne pas créer des nouvelles portes d'entrée dans le récit. Et en tout cas, elles vont vouloir essayer de fermer le plus de portes possible. Donc la CSPN fait partie des atouts dont on peut se prévaloir. Mais au début de la conversation, tu mentionnais que certes, il y a un agent qui tourne principalement sur les PC, les endpoints utilisateurs, mais tu disais aussi que cela peut tourner sur des serveurs. Oui. Et là, quand j'entends ça, je commence à penser à du MDR, je commence à penser à de l'XDR, et là, on commence à rentrer dans un territoire où il y a pas mal de chevauchements d'acronymes. Finalement, est-ce que vous, Arfang-Lab, vous faites aussi un XDR ? Quelle différence tu vois entre un EDR qui peut protéger un serveur et un XDR et un NDR et on salue au passage tout l'écosystème français entre les Sésame IT qui font le NDR, Sequoia qui fait le XDR, Tetris qui fait un petit peu tout papa-maman. Mais où est-ce que tu situes l'EDR et finalement, est-ce que c'est plusieurs acronymes pour parler de la même chose ou comment tu vois c'est mots-clés, c'est un débat hyper intéressant sur la partie XDR. Déjà, réussir à trouver une définition entre les différents acteurs éditeurs de logiciels sécu en France, c'est parfois un peu compliqué. Je parle en France, mais évidemment, ça va bien au-delà. Pour nous, l'XDR, c'est un écosystème de solutions de sécurité, basiquement. Que doit comporter un XDR ? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de le dire. Je préfère plutôt dire que l'XDR, c'est la définition que mon client donnera. Donc, donc ça va être l'ensemble des briques de sécurité qui vont composer son écosystème de sécurité. Encore une fois, on va parler d'enclave numérique ou d'enclave de sécurité. Aujourd'hui, évidemment, l'EDR fait partie de l'écosystème XDR parce que je ne sais pas si c'est la première brique, mais en tout cas, c'est une brique majeure puisqu'elle est déployée sur les postes de travail et les serveurs. C'est généralement quand même quelque chose qui est au cœur d'une philosophie XDR que voudrait mettre en place un client. Généralement, cette brique, elle va se compléter d'une autre solution. Donc, on l'a vu pendant des années, le SIEM fait partie de ces solutions, donc des collecteurs de logs qui permettent d'avoir... parfois simplement de faire du stockage de logs, qui permet d'avoir de la corrélation, etc. Ensuite, ça peut être du SOAR, donc de l'orchestration de différentes solutions EDR, NDR, etc. Et donc qui va pouvoir permettre de lancer des actions de la part d'une seule console. Nous, l'approche chez Arfang-Lab, elle a été de dire l'XDR, c'est celui des clients, donc c'est l'écosystème que voudra construire son client, mais nous, on est pure player EDR. Donc on propose un EDR, on ne propose qu'un EDR et on vise à proposer la meilleure solution EDR. Donc on ne sait pas diversifier, on ne s'est pas un petit peu perdu dans d'autres solutions de sécurité pour se concentrer que sur un seul produit, mais quand même avec la philosophie de se dire de quelle manière on va pouvoir parler avec d'autres briques, de quelle manière on va pouvoir parler avec un SIEM à travers des connecteurs. Donc en fonction de la brique sous-jacente du client, on va avoir des connecteurs intégrés, on va utiliser des standards et ceci pour toutes les briques. Donc le NDR, alors peut-être que je vais oublier, le ZTA, je crois que ça existe aussi. ZTA, de Zero Trust. Oui, voilà, exactement. Donc le SOAR, le CIRP, etc. Donc à chaque fois, on va travailler nous avec des connecteurs en se disant, ok, l'écosystème ou l'environnement de notre client va évoluer au cours de sa maturité, etc. Donc aujourd'hui, il va utiliser un SIEM d'un éditeur américain, par exemple, et ensuite il va switcher vers un Sequoia, par exemple. Donc, il faut qu'on puisse suivre notre client et qu'on soit une solution de confiance pérenne dans le temps. Donc, on n'est pas venu avec un bundle de solutions
qui marchent seulement quand elles sont toutes déployées ensemble, mais plutôt de se dire, OK, comment on va pouvoir accompagner nos clients dans la conception de l'XDR que eux, ils ont. Donc c'est très cohérent avec le Open XDR Platform dont vous êtes un des membres. Absolument. Et où on retrouve toute une série d'acteurs qui ne sont pas nécessairement en concurrence, mais qui ont tout le mérite d'être connectés, interfacés pour apporter le maximum de protection aux clients. Est-ce que aujourd'hui, quand vous parlez avec des clients, quelle est la compréhension de ce qu'est un XDR, de ce que ça peut apporter comme valeur, par exemple Open XDR Platform? Comment est-ce qu'ils voient ça? Plutôt comme des usines à gaz ou plutôt comme... Est-ce qu'il y a quand même des processus de déploiement assez costauds, ou est-ce qu'ils voient ça comme une protection ultime ou à peu près ultime contre les malwares? De ma compréhension, j'ai le sentiment que les clients à qui on s'adresse, ou en tout cas les prospects à qui on s'adresse, ont commencé parfaitement à intégrer évidemment le DR dans leur écosystème, ont déjà une démarche assez mûrie vis-à-vis de cette solution et généralement envisagent déjà la suite en disant tiens, moi j'ai déjà un antivirus, donc est-ce que le DR va aller en complément? Est-ce qu'il va se substituer? De quelle manière on va pouvoir les faire travailler ensemble? Est-ce qu'il y aura des incompatibilités éventuelles? Et par exemple, est-ce qu'une cohabitation des deux est possible pendant quelques mois, quelques années? Et ensuite, je débrancherai l'antivirus pour ne conserver que le DR, mais en revanche, rajouter une autre brique de l'XDR de manière à enrichir ma perception de la menace et enrichir renforcer mon niveau de détection et de sécurité. Donc, les clients à qui on s'adresse, généralement, ont déjà un petit peu cette philosophie et ne voient pas ça comme une usine à gaz, mais plutôt comme un écosystème qui évolue au sein des organisations. Les organisations sont rarement figées et elles ont conscience que dans 2 ans, il y aura d'autres solutions qui permettront aussi d'enrichir cette perception de la menace et d'enrichir l'analyse. Donc, c'est rarement vu comme une usine à gaz, non. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe quelle structure ou entreprise peut se payer un EDR? Ou est-ce qu'il faut quand même un ticket d'entrée? Aujourd'hui, n'importe quelle structure va déployer un firewall. C'est la base de la base, que ce soit un firewall basique ou un firewall un peu plus intelligent type UTM. Est-ce que la plupart des entreprises peuvent se permettre d'aller au-delà en rajoutant des briques de sécurité supplémentaires? Je poserais la question différemment. Est-ce que les entreprises peuvent se permettre... Alors, je n'aime pas du tout parler de la menace, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Est-ce que les entreprises peuvent se permettre une indisponibilité de leur SI pendant un jour, une semaine, un mois? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et je pense que les impacts organisationnels, business, etc. sont trop forts pour se passer, entre guillemets, de solutions de sécurité. Et évidemment, le coût d'une solution de sécurité par rapport à l'impact de ne pas en avoir, par exemple, il est incomparable. C'est une évidence. Donc, est-ce que c'est un pari souhaité et souhaitable? Je ne suis pas certain. Dernière question, parlons un petit peu d'Arfanglab comme entreprise. Comment se profile le futur? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Oui. Le marché de la cybersécurité, il y a une myriade d'acteurs. Il y a des sujets de consolidation de temps en temps parce que justement, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs étrangers, américains, israéliens, asiatiques, mais aussi des acteurs français. Où est la place d'Arfanglab dans les 5 années à venir dans cet écosystème? Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est en Europe? Est-ce qu'il y a des volontés de partir à l'international? Elle est en France, évidemment, puisqu'on est un acteur souverain cette fois-ci au sens français, évidemment. Elle est en Europe parce que des acteurs européens, ils n'existent pas, en tout cas pas avec le niveau de performance, l'exigence qu'on peut nous proposer. Et évidemment, là, on parlait de proposer des solutions de sécurité et de performance. Elles sont là. Et d'ailleurs, on a passé les tests MITRE cette année, donc le MITRE Evaluation, de manière à pouvoir aussi présenter nos capacités avec des résultats hyper intéressants.
surtout vis-à-vis d'acteurs américains et israéliens déjà implémentés depuis de nombreuses années. Et évidemment, elle est aussi à l'international parce que la croissance de l'entreprise ne peut passer que par ça. Donc, aujourd'hui, on le voit, l'écosystème que tu évoquais a des soubresauts. Il y a des entreprises qui ont tenté des IPO, par exemple, avec des succès plus ou moins mitigés. Mais nous, en tout cas, l'entreprise, donc, elle a été créée en 2018 avec 4 personnes. Aujourd'hui, on va être 90 à la fin de l'année. Notre croissance, elle va continuer l'année prochaine. Elle va s'internationaliser. Et on va continuer à recruter. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs. On en profite. Pierre-Yves, merci beaucoup pour cette information super intéressante sur le DR et puis au plaisir de te recroiser dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.